Vous me donnez la... Non, c'est moi. Attends, je fais plus de ça. Sort. Excuse-moi. J'attends. Voilà. Non, voilà pas. J'arrive pas à descendre. Alors, peut-être par Je peux là. répondre à une auditrice, là, enfin, quelqu'un qui posait une question tout à l'heure, et ça m'a interpellé. Je vous ai dit simplement que quand j'ai parlé du dénouement, il n'était pas vendu et testé comme un contraceptif. Donc ça, il faut faire très attention parce que si demain, vous avez une patiente qui est enceinte, qui ne le souhaitait pas, sous Diénogest et que vous ne l'avez pas prévenu, eh bien, ça va poser un problème. Donc, je crois qu'il faut prendre la précaution d'avoir une contraception associée si vous prescrivez le Diénogest et que la femme ne souhaite absolument pas être enceinte. Voilà. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Sur la dernière diapo. Oh, ah oui, je vais aller. Voilà, donc je vais exposer, j'espère, Oui, bah oui. en gardant mon temps de parole rapidement, pour que l'on puisse finir à l'heure quand même. C'est ovocytes et endométriose. C'est une question que je me suis auto-flagellée en essayant de savoir si l'endométriose avait un effet délétère sur la qualité ovocytaire. L'ovocyte, c'est une énigme. C'est la cellule la plus méconnue de l'organisme. Il est impossible d'en faire l'exploration. C'est une cellule qui est inaccessible, sauf ponction folliculaire. On ne peut donc évaluer sa qualité, soit selon l'âge de la patiente, soit si une grossesse aboutit. L'endométriose, on en a beaucoup parlé, je vais pas revenir dessus, elle est également une énigme, elle est multiple dans ses localisations et aléatoire dans ses conséquences, allant depuis le kyste de l'ovaire jusqu'à des implants endométriosiques, une endométriose de la jonction recto-sigmoïdienne ou des simples implants péritonéaux. Alors, je vais passer sur la diapositive parce qu'on a déjà longuement évoqué ce que ce pourrait être l'endométriose et ses origines. Est-ce que l'endométriose a un effet délétère, soit sur l'ovocyte, soit sur l'endomètre, soit d'ailleurs sur les deux? Et en AMP, est-ce que le traitement médical ou chirurgical peut améliorer les résultats en termes de grossesse, de live birth rate? Le stress oxydatif, on l'a largement évoqué. Il est reconnu comme un facteur délétère, en tout cas sur le spermatozoïde. Sur le spermatozoïde, qualifiable n'est pas le mot, il est quantifiable, globalement, en tout cas en partie, par l'étude de la fragmentation du DNA. Patrice pourra en parler éventuellement. Les causes générales en sont connues, pas toujours, varicocèle, tabac, hygiène de vie. En ce qui concerne l'ovocyte, le lien entre stress oxydatif et qualité ovocytaire est plus difficile à évaluer, en dehors des mutations éventuelles dont Patrice vient de parler. Alors, par quel biais l'endométriose agirait-elle sur la qualité ovocytaire? Je ne vais pas revenir sur les nombreux facteurs dont on a parlé, hormonaux, inflammatoires, neurologiques, immunitaires et le reste, la liste n'est pas exhaustive. L'endométriose est-elle associée à un stress oxydatif? Il est probable que oui, après les trois de communication qu'on vient de présenter. En tout cas, l'article de Clower et collaborateurs qu'il a étudié répond que oui, avec ces réactifs oxygène spécialisés, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été montré, ça a été très largement évoqué, et il est très probable que ce soit vrai. Pour vous donner une idée de la bibliographie, il y a eu près de 172 articles publiés à ce jour dans ce domaine. Les articles de Jackson et Santulli ont montré néanmoins de façon certaine ou presque une élévation de certains biomarqueurs dans le sérum, l'épanchement péritonéal et surtout le liquide folliculaire chez des patients présentant une endométriose. Qu'en est-il des éléments entre qualité ovocytaire et endométriose? Là, on dépasse les 400 articles. C'est plus que la manifestation d'aujourd'hui pour la retraite. On est à 465 articles. Je me suis retenu sur le principal article de Kamat et collaborateurs fait à la fois en Inde et à Londres. C'est un article récent qui a porté sur 13 614 cycles
étudiant à la fois les patientes qui avaient une endométriose et qui ont bénéficié d'un don d'ovocytes, elles étaient donc receveuses, avec en contrôle des patientes ayant une endométriose et ayant traité de façon autonome, donc par fécondation in vitro. Ce n'est pas 1,7 million, mais 17 600 cycles. L'étude a été faite entre 1996 et 2006. Ils ont exclu plusieurs éléments que vous pouvez lire et que je ne vais pas relire, puisque vous pouvez lire tranquillement. La première cohorte, c'était 1658 cycles de dons ovocytaires, donc patientes ayant une endométriose et bénéficiant d'un don venant de donneuses jeunes sans endométriose versus 12 586 cycles de patientes présentant une endométriose et traitées par fécondation in vitro. La majorité des cas bénéficiaient d'un transfert de blastocyste à J5 avec un nombre moyen d'embryons transférés à peu près équivalent. Les auteurs, dans les conclusions, dans les résultats, n'ont pas retrouvé de différence significative en termes de grossesse et d'accouchement à terme, 31 versus 30%, c'est à peu près les mêmes résultats. Les auteurs ont également comparé les patients bénéficiant d'un don d'ovocytes avec ou sans endométriose. Dans ces cas-là, on a des résultats à peu près identiques, qu'il s'agisse de transfert d'embryons frais ou d'embryons après dévitrification. Conclusion de cette étude assez importante, et la plus récente que j'ai pu lire, ils ont conclu que cette étude rétrospective multicentrique, que dans leur cas l'endométriose n'entraînait pas de réduction de la qualité ovocytaire ou de modification de réceptivité dans l'endomètre pour l'implantation embryonnaire. Bien sûr, ils ont mis des bémols, comme souvent, ce qui est tout à leur honneur, sur l'absence d'informations sur le type d'endométriose. Je ne sais pas du tout si c'était pelvien, péritonéal ou ovarien, quelle était la sévérité, l'évolution et les traitements antérieurs. On n'a pas non plus de notion d'une adénomiose associée. C'est une étude multicentrique, assez importante, les protocoles sont variables, et on n'a pas non plus d'idée du nombre d'ovocytes fonctionnés, notamment chez les donneuses. Il est à noter que les mêmes auteurs, un an à peu près avant, avaient montré des résultats à peu près inverses, puisque dans une étude comparative, ils avaient monté un taux de grossesse chez les patients présentant une endométriose diminué par rapport à un groupe témoin traité pour une infertilité d'origine masculine. C'est vous dire les différences et les discordances qu'on peut avoir chez les mêmes auteurs entre différentes études. Alors, je dirais peut-être un mot un peu plus précis sur l'endométriose ovarienne, qui serait peut-être la plus susceptible quand même de gêner ou d'altérer la qualité ovocytaire. Est-ce qu'elle est susceptible de diminuer le résultat en AMP? Très probablement, parce que par un effet quantitatif simple, la présence d'endométriome ou d'antécédents de chirurgie ovarienne va souvent réduire, ce que je n'aime pas comme terme, la réserve ovarienne, par la diminution de nombre de follicules préantraux. Et par ailleurs, certains auteurs, notamment Kitajima et Denez, ont évoqué des modifications de l'environnement folliculaire délétère sur l'intégrité ovocytaire et le développement embryonnaire, ce qui a amené ces auteurs à proposer même de la chirurgie très précoce de petits endométriomes ovariens. Ça, bien sûr, je laisse la responsabilité à ces auteurs, ça me paraît quand même très discutable et discuté. D'autres études n'ont pas montré de différence, celle de Hansen, celle du Selman. Ils ont étudié la morphologie ovocytaire et le développement embryonnaire. Ils n'ont pas trouvé de différence en termes de grossesse chez des patients présentant une endométriose ovarienne. Mais là aussi, dans ces études, on n'a pas de notion du type d'endométriose ovarienne dont il s'agissait. Implant endométriosique, kyste de l'ovaire, quelle est leur taille, leur évolution, on ne sait pas. De nombreuses autres études ou hypothèses ont mis en exergue le rôle des prédispositions génétiques, l'inflammation, la résistance à la progestérone, etc. Mais en fait, il y a peu d'études cliniques qui ont fait corroborer ces données. Souvent, les conclusions de ces articles, c'était c'est une forte hypothèse, mais il faut des études complémentaires pour avoir des conclusions définitives. À noter l'étude de Bishop, qui a comparé les résultats après transfert de blastocystes euploïdes chez des patients présentant une endométriose avec deux groupes
contrôle, soit infertilité masculine, soit groupe de patientes avant diagnostic préimplantatoire d'embryon. Bon, les cohortes ne sont pas très importantes, mais quand même, ils n'ont pas montré de différence significative en termes de grossesse. Donc, a priori, il ne semblerait pas qu'il y ait de problème de réceptivité de l'endomètre. L'étude de Ziegler a comparé les taux d'aneuploïdie et ce que l'endométriose entraînait des anomalies chromosomiques quantitatives sur l'ovocyte, sur une cohorte de 305 patientes avec un groupe contrôle de près de plus de 3000 patientes. Dans le cadre de diagnostic préimplantatoire, ils n'ont pas mis en évidence de différences significatives en termes de grossesse à terme. De même, l'étude de Broquet a montré que la diminution des taux de grossesse en cas d'endométriose était plus liée à la réduction et à la diminution du nombre d'ovocytes recueillis qu'à la qualité même des ovocytes, ce qui était fortement prévisible. Alors finalement, j'en suis toujours à mes deux énigmes. On ne sait plus très bien quoi en penser. J'ai retrouvé une citation que j'aime beaucoup. Et c'est le président Ricoeur. Alors ça ne rajeunit pas, mon cher Philippe. C'était le président du Conseil de la 4e République. Il avait dit « Il n'est pas de problème qui ne trouve son absence de solution ». Néanmoins, des solutions, on peut en avoir. Les recommandations sont multiples. Recommandations des sociétés savantes que vous avez déjà évoquées, du collège, de l'ESH, de la SRM, mais ces recommandations ne peuvent pas, en elles seules, répondre à toutes les questions, à la prise en charge de toutes les endométrioses, dont les tableaux cliniques de retentissement est très variable. Chaque cas est trop particulier. On ne peut pas traiter et prendre en charge de façon univoque une infertilité avec une endométriose péritonéale isolée, une infertilité avec une endométriose pelvienne profonde algique ou une endométriose ovarienne, qu'il s'agit d'implants ou de kystes ovariens dont la chirurgie sera indiquée selon la taille. La prise en charge doit donc être personnalisée, peut-être dans certains cas, la plupart des cas, réalisée dans des centres agréés avec des réunions pluridisciplinaires, et je crois que c'est la solution de prise en charge de ces patientes. Je ne peux pas répondre de façon formelle à cette question, même si je pense a priori qu'il n'y a pas d'élément majeur pour craindre que l'endométriose atteigne la qualité ovocytaire et que l'on soit amené quelquefois, comme cela est proposé, à faire des traitements chirurgicaux de l'endométriose, sauf kyste de l'ovaire, pour améliorer la qualité ovocytaire et les résultats de l'AMP. Je vous remercie. Je crois qu'on a droit à quelques questions, parce qu'il est un peu tard, avant la présentation de Frédéric. Peut-être une question. Alors, on sait que déficit en vitamine B9 entraînerait des malformations fœtales. A-t-on une corrélation avec déficit incriminé et mutation MTHFR? Et est-ce que la vitamine B12 pourrait suppléer la vitamine B9 ou est-ce un autre mécanisme? Mon cher Patrice. Alors, on a une corrélation entre le déficit MTHFR, la mutation MTHFR et les déficits liés au manque d'acide folique. La problématique, c'est qu'en France, la recommandation nationale, c'est de donner de l'acide folique à toutes les femmes. Sauf que quand vous avez une mutation MTHFR, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le cycle est bloqué. Et non seulement il est bloqué, mais en plus, il tourne dans l'autre sens. Et donc, il crée un produit qui s'appelle l'UMFA, l'Unmetabolized Folic Acid, qui est encore pire. Donc, le traitement est pire que le mal. Donc, ça, c'est une vraie problématique et on essaye avec Yves Ménézo de faire changer les choses et de dire que l'acide folique n'est pas forcément la panacée systématiquement, sans regarder ce qui se passe. Après, la vitamine B9, c'est un autre cycle, mais dans tous les produits de compléments alimentaires pertinents, parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus ce qui est pertinent, ce qui n'est pas, mais dans la majorité des produits de compléments alimentaires, il y a de la vitamine B12 qui participe effectivement de manière efficace et qui ne supplée pas le manque d'acide folique qui rentre dans le cycle que je vous ai montré là, qui lui permet une épigénèse de qualité et une diminution du stress oxydant. Moi, je voulais juste poser une question à Patrice. J'ai tendance, peut-être avec d'autres collègues, à prescrire maintenant, dans mes bilans d'infertilité, endométriose ou pas, un dosage d'homocystéine. Et il arrive souvent qu'on ait des homocystéines un peu élevées, notamment chez l'homme, sans mutation.
connu, enfin détectable? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a sur le gène MTHFR, on a regardé les deux mutations principales qui sont la 677 et la 1298. Il y en a d'autres. Donc, il peut y avoir des wild types sur ces deux mutations, mais qui, avec une homocystéine élevée, à cause d'autres mutations de ce même gène, qui sont plus rares, mais qui peuvent exister. Ça, c'est le premier souci. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les homocystéines élevées, elles sont beaucoup plus souvent élevées chez l'homme que chez la femme. Et notamment chez la femme, on a souvent des mutations homozygotes 677 qui entraînent une mutation, une mutation 677 qui entraîne des homocystéines pas forcément très élevées chez la femme par d'autres process de régulation et notamment probablement œstrogéniques. Mais c'est pour ça qu'en fait, demander systématiquement demander l'homocystéine, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et parfois même, il vaut mieux avoir la mutation, connaître la mutation que d'avoir l'homocystéine, en tout cas chez la femme. Je vous rappelle que dans un contexte d'infertilité, on parle du couple, on ne parle pas qu'un des deux membres du couple, et que c'est problématique. Elle a une répercussion bien évidemment sur l'embryon, parce que si par exemple les deux patients, les deux membres du couple sont hétérozygotes, l'embryon il peut être homozygote. Et le développement, voilà. Non, mais l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure sur le don d'ovocytes avec un patient qui n'avait jamais été testé, elle est assez significative. Donc l'homocystéine n'est pas suffisante, la mutation n'est pas suffisante, il faut raisonner un petit peu sur les deux. Et l'homocystéine chez la femme est beaucoup moins élevée que chez l'homme. Je peux rajouter quelque chose, si tu veux, c'est que dans l'étude qu'on avait faite sur les fausses couches spontanées, donc du premier trimestre de la grossesse à mutation MTHFR, hétérozygote ou homozygote, simplement 10% avaient une homocysténémie qui était élevée, y compris quand elles étaient homozygotes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut rechercher la mutation chez l'homme et chez la femme, en particulier dans le cas de l'infertilité.